Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Guillaume Bousquière et Sébastien Iozza. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Daniel. Pour nous parler plus précisément de leur livre, alors on va le dire, on va oser le dire, Covid-19, le narratif à l'épreuve de microscope. Déjà, on a déjà fait au préalable une petite interview il y a quelques mois déjà en arrière suite à la conférence avec Anthony Maestroni. Tout à fait. Mais là, l'idée, c'était d'être plus avec vous et de voir qu'est-ce qui vous a amené à ce livre, parce que c'est pas le seul, il y a d'autres choses. Puis déjà, la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre ce livre et aujourd'hui? On a tout un narratif, en fait, non officiel et qui est aussi officiel. Ben, on a un peu mis les pieds dans le plat. On s'est permis de regarder dans le détail ce que contenait chaque fiole du fameux vaccin anti-Covid. Alors, on peut peut-être préciser, ça va être peut-être une parenthèse, est-ce que tu souhaites ou pas que l'on précise que tu as fait un AVC il y a quelques mois en arrière ou pas? J'ai fait un AVC il y a 3 mois en arrière. Bon, on se taira sur l'origine et la cause de cet AVC, bien sûr. Mais bon, on travaille dessus et puis ça va de mieux en mieux. Donc on peut enfin discuter paisiblement. Oui, on voit aussi tout l'effort que tu prononces et que tu mets en place pour pouvoir être dans cet échange aujourd'hui. Déjà, merci infiniment Sébastien. Pour faire ce que je fais, il faut effectivement solliciter pas mal de neurones, même si elles ont été partiellement détruites. Mais c'est quand même très stimulant. Donc encore une fois, voilà, merci Sébastien. Donc on va revenir vraiment à ce livre qui vous a aussi valu beaucoup de portes fermées en face. On va peut-être pas revenir sur l'ensemble des portes fermées et les personnes qui vous ont fermé ces portes. C'est dit dedans. Oui, en majorité. Voilà, il y a une grande transparence dans ce livre. Moi je reviens plus à vous, aux origines, même si on les connaît quand on voit l'intitulé du livre. Qu'est-ce qui vous a amené à aborder un sujet comme celui-ci? Alors à la base déjà tous les deux on est soignants. Moi je suis naturopathe, Sébastien est infirmier libéral. Donc le sujet d'une crise sanitaire, forcément on est impacté. On est au cœur du sujet et forcément on a travaillé au fur et à mesure de ce qui se disait dans les médias, mais aussi au niveau scientifique et avec les collègues de différents secteurs d'activité au niveau médical. On a beaucoup cherché à savoir qu'est-ce qui se passait réellement. Pourquoi vous imposez aux gens une vaccination? Cette vaccination en particulier? En fait, la première année, on avait a priori un virus qui circulait, mais concrètement, on n'a pas vu de dégâts dans la population. Quand on voyait les images en Chine de gens qui tombaient dans la rue, mais tout ça, ça n'a pas eu lieu en Europe, en France. N'importe où d'ailleurs. Donc entre le narratif officiel donné par les médias et ce qui se passait concrètement sur le territoire et dans les hôpitaux, qu'est-ce qui se passait réellement dans la population? Il y avait quand même un gros delta. Donc nous on a commencé à réfléchir à tout ça et on a fait partie de plusieurs collectifs pour échanger des informations, discuter, faire le point et un petit peu évaluer la situation. Ensuite, dans un deuxième temps, est arrivée effectivement la vaccination. Et c'est à ce moment-là où on a, on va dire, voulu approfondir le sujet parce qu'il y avait plusieurs choses qui nous ont mis la puce à l'oreille. Il fallait juste qu'on regarde les fioles dans le détail, avec un microscope, rien de plus. Il y avait plusieurs éléments en fait, entre ce qu'on a observé concrètement, les statistiques officielles et ce que nous disaient les médias. On avait déjà quelques suspicions au niveau de ces vaccins. Déjà, un vaccin, pour être mis sur le marché, il faut 10 à 15 ans de recherche, un minimum, pour pouvoir fabriquer et mettre un vaccin sur le marché. Donc rien que ça, déjà, ça met en alerte quand il se passe que quelques jours, comme ça a été le cas. Même si on nous dira toujours que ça a pris plusieurs mois, en fait, concrètement, c'est quelques jours. 42 jours. 42 ou 44 jours, peu importe. Dans tous les cas, le délai est tellement raccourci que ça nous semble pas très sérieux. Le deuxième élément qu'on avait, nous, c'est qu'on regardait aussi beaucoup la pharmacovigilance. Quand on parle de pharmacovigilance, en fait, ce sont les effets indésirables suite à
un traitement, que ce soit un médicament ou un vaccin. Et donc là, dans les premiers mois de la vaccination en France, la pharmacovigilance européenne montrait très clairement qu'il y avait énormément d'effets indésirables, dont 25% étaient des effets indésirables graves. Ce qui se vérifiait sur les chiffres. Donc un effet indésirable grave, c'est un handicap durable de la personne, voire allant jusqu'au décès. Moi, chez les patients que je suivais, j'ai constaté l'effet. J'ai des patients qui mouraient. Donc ça, c'est la première chose déjà qui nous a mis la puce à l'oreille en nous disant, bon, il va falloir quand même qu'on regarde qu'est-ce qu'il y a dans ces flacons. Le deuxième élément, c'est que très rapidement est apparu sur Internet, sur les réseaux sociaux, des personnes qui venaient de se faire vacciner et qui avaient un phénomène d'aimantation sur le point d'injection. Donc il y a certaines personnes qui mettaient une cuillère, une fourchette, un téléphone portable et qui collaient sur leur bras. Ça, on l'avait vécu aussi. Hein. Ça, on l'a confirmé officiellement, nous, réellement, concrètement, hein, c'est pas que des vidéos truquées d'Internet. Oui, c'est vrai qu'on pourrait penser un petit peu phénomène de mode aussi oblige, il se passe quelque chose, donc on va trouver des petits à côté qui vont faire sourire ou qui vont interroger les gens. Tout à fait. Tu parles de phénomène d'aimant post-injection. Voilà, ça a fait mettre un point d'interrogation de plus, mais aussi ça a dédramatisé le phénomène pour certains. Ils y ont mis une note d'humour. Oui, tout à fait. Sauf que nous, quand on regarde techniquement qu'est-ce qu'il y a dans la liste des ingrédients affichés sur l'étiquette par les fabricants, il n'y a absolument aucun élément qui nous montre que il pourrait y avoir un métal qui pourrait engendrer ce phénomène d'aimantation. Donc on a bien vu de suite, quand on a confirmé ça visuellement chez les patients, qu'on a vu réellement, concrètement en vrai, que ce phénomène était réel. On s'est bien dit, il y a un ingrédient caché dans ces vaccins. Donc il faut qu'on aille creuser l'information. On ne peut pas laisser ça comme ça. Vu que moi je suis laborantin par la suite, j'ai eu accès aux injections et de suite j'ai dit on va regarder ça dans le détail. Pardon. Du coup, effectivement, nous, assez rapidement, on a regardé des fonds de flacons qu'on a pu... Au départ, avec un microscope de base. Avec un microscope de fortune que Sébastien avait depuis 15 ans ou 20 ans. Non, mais c'est aussi ça la question, c'est la légitimité, parce que bien sûr, ça va se présenter. C'est un sujet aujourd'hui très compliqué à aborder sur les médias, quels qu'ils soient. Pour ça aussi qu'on va peut-être user au cours de cet échange de mots un petit peu plus différents pour dire la même chose, tout simplement pour que ça puisse être accessible à une grande partie de personnes. Oui, bien sûr. Il y a des mots qui sont interdits, tout simplement parce qu'encore une fois, il y a ce regard de légitimité ou de légitimité médicale. Le truc, c'est que moi-même, je suis laborantin. Je suis affilié à cette espèce de soignant qui peut utiliser de façon légitime le microscope. Donc je le fais, c'est tout simplement ça, je le fais. Donc toi Sébastien, tu es soignant, donc tu dis que tu étais ou tu es toujours laborantin? Je suis officiellement, je suis toujours soignant. Voilà. Et laborantin et soignant, en fait il a ses diplômes, on ne lui a pas retiré, donc il a toujours ses compétences. Donc il y a ça aussi, c'est toujours une fonction finalement que tu as pratiquée pendant de nombreuses années. 28 ans. Oui, donc il y a aussi derrière cette légitimité de toi la démarche et naturopathe. Oui, je suis naturopathe depuis un peu plus de 10 ans maintenant, même si je ne suis plus en exercice depuis quelques temps. Et avant ça, j'ai travaillé pendant 20 ans dans la communication pour Pôle emploi, pour ne pas cacher. Donc j'ai été licencié au tout début de la crise Covid. Et du coup, j'ai utilisé mes compétences de communicant pour pouvoir mettre en image en fait tout ce qu'on a pu capter avec les microscopes. C'était hyper important pour moi d'avoir quelqu'un qui ait ces compétences. Et ça, c'était vraiment fondamental aussi de pouvoir en fait montrer ce qu'on observait de manière tout à fait en fait neutre, parce que quand on a sorti notre premier film, ça s'appelle Next Dose, où sont passés nos scientifiques. Oui. Effectivement, on l'a sorti en septembre, il y a 2 ans, et on avait envie de montrer ce qu'on observait parce qu'on pouvait pas garder ça pour nous. C'était tellement, ça nous semblait tellement dingue ce qu'on observait qu'on était obligé de le révéler. Donc on y a été avec vraiment beaucoup de pincettes et beaucoup de prudence.
C'est-à-dire que le premier film, en fait, on montre nos images comme si vous étiez derrière le microscope et on ne fait aucun commentaire. Et est-ce que c'est accessible dans la compréhension aux personnes qui n'auraient pas forcément des connaissances d'un visuel microscope? Déjà, dès le moment, on comprend qu'il y a un truc qui n'est pas. On comprend de suite que les images ne correspondent pas à la physiologie et encore moins à la physique classique qu'on connaît du corps humain. Dans le premier film, Nexus 1, pour être très clair, un enfant pourrait très bien voir que le sang d'une personne non vaccinée, il y a des globules rouges, il y a des globules blancs, tout circule à peu près normalement, et basta, il n'y a rien d'autre. Et que dans le sang d'une personne vaccinée, on a des éléments étranges, très larges, très gros, semi-transparents, des filaments. On a des éléments qui nous semblent vraiment anormaux dans ce sang. Et donc déjà, rien que sur notre premier film il y a 2 ans, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais effectivement, c'est complexe. C'est pour ça qu'après, on a fait un deuxième film, et sur celui-là, on a beaucoup commenté, de temps en temps un petit peu donné notre point de vue, c'est-à-dire un petit peu interprété ce qu'on observait, mais on a commenté ce qu'on observait pour que ce soit beaucoup plus audible pour le téléspectateur. Parce qu'en fait, nous, notre but, c'était de vulgariser tout notre travail pour que ce soit audible par n'importe qui, en fait. Ça ne sert à rien de discuter juste entre scientifiques et de se dire, voilà. Non, le but, c'est vraiment de révéler la vérité telle qu'elle est. Et on attendait, en fait, nous, un retour des scientifiques, de la communauté scientifique. Et ce retour, il a été très 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 long à arriver, très long, parce qu'on a été énormément invisibilisés en fait, y compris et surtout par les personnes qui se disaient résistants. Donc ça a été dur pour nous à digérer. Maintenant, quand on a sorti notre deuxième film, juste un peu avant, on a réussi quand même à intéresser quelques personnes. Et c'est grâce à ça qu'on a pu un peu approfondir nos recherches. Et on a été aidés par d'autres personnes qui se posaient les mêmes questions que nous. Les images ont été très révélatrices. Tout à fait. C'est important justement de pouvoir trouver le soutien de personnes qui sont dans les mêmes questionnements. Ce sont les seules personnes. Parrainent finalement la démarche. On a fait appel à d'autres scientifiques qui nous ont plutôt envoyé promener. Monsieur Perron en particulier. Effectivement, en fait, c'est un petit peu délicat parce que nous, on n'a jamais voulu ni agresser les gens, ni leur imposer quoi que ce soit. On a beaucoup questionné les gens. Et quand il y avait une personne qui s'affichait comme étant quelqu'un qui disait attention, là, oulala, ces vaccins-là, ils ont été faits un petit peu à la va-vite, ben, on avait envie de leur dire regardez tout ce qu'on a fait, nous, comme travaux, et essayez de reproduire ce qu'on a fait officiellement. Avec un microscope, c'est vrai, un microscope Zeiss, c'est une marque allemande qui fait réputation. Et en fait, à chaque fois qu'on a demandé un petit peu de l'aide, du soutien en tout cas, ou quelqu'un qui pouvait éventuellement reproduire nos travaux pour les confirmer ou les invalider, ça a été toujours une fin de non-recevoir. Soit c'est pas mon domaine de compétence, soit carrément je t'ignore, je te réponds même pas. Et on a envoyé des dizaines de clés USB par lettre recommandée à des personnalités qui ne nous ont jamais répondu. Y compris Madame Alexandra en code. Tout à fait, on l'a sollicité aussi à un moment donné. En tout cas, elle a eu connaissance de nos 2 premiers films. Le seul commentaire qu'elle nous a fait, c'était magnifique. Et quand on a demandé d'aller plus loin, dans ses réflexions, dans son échange, elle était malade. Il n'y a pas eu de retour. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. On ne va pas s'arrêter à ça, c'est pas bien grave. De toute façon, maintenant, on a révélé suffisamment de choses pour que les gens se fassent une opinion. Et puis on avance avec les bonnes personnes. Ceux qui ne veulent pas avancer avec nous, c'est pas bien grave. Oui, on est aussi sous je le disais tout à l'heure, on est sous un couvert de communication très restreint par rapport au sujet. On voit toutes les plateformes de médias, quels qu'ils soient, n'ont plus le droit de dénoncer, de prononcer certains mots en lien avec cette maladie. Il y a une espèce d'omerta derrière aussi. Vous êtes à ce jour les seuls auteurs, chercheurs indépendants qui avaient un petit peu levé le voile sur ce qu'il y avait derrière tout ça. Alors on n'est pas les seuls au monde. Par contre en France, clairement, on est les seuls à avoir révélé des images, autant des photos que des vidéos, à avoir publié un livre
et puis avoir révélé toute la partie des effets secondaires biologiques qu'on observe sur le sang, mais on y reviendra peut-être en détail plus tard, et toute la partie microtechnologique qu'on observe par ailleurs. Et là, c'est le deuxième point qui est vraiment, on va dire, délicat. C'est-à-dire que quand on veut parler à des ingénieurs, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. On reste encore sur ah oui, mais les micropuces, c'est la taille d'un grain de riz. Sauf que ça, c'est ce qu'on nous montrait il y a 25 ans. On sait très bien que la science évolue et que ce qu'on nous montre à l'instant T, c'est ce qu'ils ont découvert déjà plusieurs dizaines d'années avant. Alors aujourd'hui, on peut trouver des micropuces mesurables de l'ordre de 60 micromètres, de façon très très petite. Alors on a du mal à visualiser ce que peut représenter 60 micromètres. 60, 10 puissance moins 6 mètres. Ça fait, donc c'est vraiment quelque chose d'invisible à l'œil. C'est invisible à l'œil, oui, oui. Mais par rapport à... Mais pas au microscope, ça se voit bien. Par rapport à une cellule, par exemple un globule rouge, ben on va avoir l'équivalent de 3 ou 4 cellules, ou de 8 ou 10 cellules, pour fabriquer une micropuce. Et ça, c'est réel, ça existe. Ça, c'est utilisé par l'industrie aujourd'hui. C'est mesurable et c'est observable. À la base, c'est censé être des systèmes, des microsystèmes, hein, comme on dit, qui sont utilisés uniquement dans l'industrie ou dans la recherche médicale, mais uniquement dans la recherche. C'est-à-dire que ça ne doit pas être distribué au grand public. Le problème, c'est que là, nous, au début, on avait des suspicions, maintenant, on a des certitudes. On a une certitude qu'effectivement, on nous a trompés, on a trompé le monde entier là-dessus. Et donc, on a bien de la microtechnologie, que ce soit des micropuces ou des micro-antennes. Donc, ça, c'est quelque chose de très, très particulier. Et bon, tu parles de... Vous l'avez observé par le biais du microscope. Oui. Donc, ce qui est important, c'est que toutes ces épreuves, toutes ces photos, en grande partie, vous les avez mis en publication dans le livre. Oui, ça. Donc, le lecteur aussi, même s'il n'est pas forcément à même de comprendre le langage biologique, a la possibilité d'interpréter et de voir de ses yeux ce qu'il en est. Et on a tous les documents officiels qui sont d'origine à la maison, disponibles pour tout le monde. Non, mais effectivement, alors quand il dit ça, on ne comprend pas vraiment ce qu'il veut dire, mais effectivement, on a un stock d'images, de données qu'on met à la disposition pas de n'importe qui, mais de personnes qui voudraient vraiment porter plainte et faire une vraie plainte officielle, avec des données factuelles qu'on pourrait joindre à une éventuelle plainte. Il y a plusieurs groupes qui nous ont demandé ces infos-là, et puis au final, pour l'instant, il n'y a jamais rien eu de concret qui s'est fait au niveau juridique. Il n'y a pas eu de réelle plainte de collectif, du moins. Des tentatives, il y en a eu, mais elles avancent toutes. Oui. Alors, avec des preuves comme ça, comment est-ce que des plaintes peuvent avorter? La loi ne serait pas juste. Moi, je ne suis pas juriste, mais effectivement, c'est un sujet qui est très délicat. Il faudrait que tous les juristes soient soudoyés. On a une problématique, c'est qu'on n'a pas réellement une séparation des pouvoirs en France. On sait très bien que l'exécutif, le juridique, etc., ne sont pas vraiment tout à fait cloisonnés, quoi. C'est bien le président qui va nommer certaines personnes, qui derrière, donc du coup, bref. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais non, c'est pas moi, à mon sens, c'est pas pendant une crise qu'on va pouvoir, on va dire, utiliser la justice pour Nuremberg a largement prouvé que ça ne marchait pas. Pardon ? Nuremberg a largement prouvé que ça ne marchait pas. Oui. En tout cas, si justice il doit y avoir, dans tous les cas, c'est toujours après l'événement, et souvent très longtemps après, qu'il peut y avoir une plainte, qu'elle soit internationale ou non, mais en tout cas, ou citoyenne. Mais c'est pas pendant la crise qu'on peut avoir quelque chose de très... En plus, elle ne se fait pas. Tout est bloqué, tout est verrouillé, donc c'est extrêmement compliqué. Et là, tu disais là tout à l'heure que bon, vous n'êtes pas les seuls à avoir diffusé ce genre d'alerte. Finalement, on peut dire ça comme ça. Alors, au niveau, je parlais surtout au niveau de la microtechnologie. La microtechnologie. Et justement, est-ce que les recherches se recoupent dans ceux qui l'ont identifié?
Partiellement. Ça se recoupe partiellement. Au niveau des micropuces, par exemple, effectivement, ça se recoupe. La Quinta Columna a déjà travaillé là-dessus de façon intéressante. Mais bon, ils avaient des conclusions aberrantes. Voilà, le Quinta Columna est un groupe espagnol qui effectivement a travaillé beaucoup sur l'une des injections ARN messager et qui a révélé la présence de microtechnologies, mais notamment de micropuces et de micro-routeurs. Mais à part ça, ils n'ont pas fait d'observation du sang, de comparaison de qu'est-ce que provoque l'injection dans le sang des personnes. Donc toute cette partie-là, ils l'ont zappé et ils nous montrent des images au microscope, juste au microscope optique, et donc ce que nous on peut faire à la maison. Ils n'ont pas, comme nous, des collaborateurs qui ont pu faire des images au microscope électronique à balayage. Mais voilà, ce genre de matériel-là permet d'avoir des images ultra fines, ultra précises de cette microtechnologie. Et donc, nous, on révèle la présence de micro-antennes dans le sang de personnes qui ont été injectées. Et ça, c'est quand même assez troublant. Quant aux micropuces, on les a trouvées dans les fioles des injections. Et on les voit déjà avec 400, un grossissement à 400, on les voit. Tout à fait. Avec notre propre microscope, on les a vus et on les a filmés après, avec le mail. Voilà, donc après il y a aussi quelques équipes un petit peu à notre avis, par exemple le docteur Nixon qui a fait énormément de travaux sur les injections, qui a révélé aussi de la microtechnologie. On a quelques personnes en Amérique du Sud ou aux États-Unis qui ont fait également le travail, Matt Taylor notamment, avec qui on était rentré en contact au tout début. Et le docteur Anani Elsler. Voilà, c'est à peu près les 4-5 personnes qui ont parlé de microtechnologie et qui ont donné des preuves photos ou vidéos à l'appui. Mis à part ça, le reste c'est pauvre. Et puis justement, en Europe et en France, il n'y a rien. C'est l'omerta la plus totale. Il suffisait d'utiliser un microscope électronique à balayage. C'est pas un truc délirant. Il faut juste la présence d'esprit d'utiliser le microscope pour ça. Alors après, voilà, là, on se heurte après avec quelques personnes qui vont soit complètement zapper nos travaux, ne pas en parler, c'est mieux, soit après nous décrédibiliser systématiquement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous a dit, bon, mais ces micropuces là, c'est n'importe quoi, c'est du chlorure de sodium, c'est-à-dire du sel. Ces gens sont des menteurs non. Voilà, donc ce genre d'attitude-là, pour nous, nous on veut bien qu'il y ait une critique, mais qu'elle soit constructive. Si c'est pour nous dire qu'on a observé du sel au microscope, bon, c'est bien gentil, mais c'est pas du tout honnête de leur part. Pour la simple et bonne raison que nous-mêmes, on a regardé du chlorure de sodium brut. Quand on met du sel sur une lame, bon, le sel ressemble à une sorte de pyramide d'Amérique du Sud, une pyramide à degrés, d'accord ? Il y a plusieurs couches. Donc déjà, c'est jamais plat, c'est jamais unicouche, c'est vraiment des pyramides à degrés. Et puis à partir du moment où vous mettez une seule goutte d'eau, ça fond instantanément. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans le liquide de la fiole du flacon, on n'a plus du tout ce chlorure de sodium. Il n'est plus visible, c'est pas possible. C'est uniquement quand il n'y a plus du tout de liquide qui peut être observé. Et quand il est observé, c'est pas uniquement sous forme de, on va dire, c'est pas en 2D, c'est vraiment en 3D et à degrés. Donc ça, c'est une des choses qu'on a vraiment observé rapidement, quoi. Oui, moi j'ai une question. Est-ce que vous avez des hypothèses sur l'objectif d'avoir placé ces nanotechnologies dans ces injections ? On parle d'hypothèses, hein, bien sûr. Absolument. C'est important de rappeler des théories, des hypothèses. Vas-y. Alors dans la dernière version de notre livre, on a rajouté page 150, par exemple, un échange qui a lieu, alors ça s'appelle les lockdown files, c'est-à-dire ce sont les données cachées du gouvernement britannique. Pardon. Alors, je dis page 150, c'est pas là, mais peu importe. Dans ces lockdown files, dans ces fichiers, en fait, c'est des échanges de SMS qui ont été révélés parmi tous les membres du gouvernement britannique.
Et là, on a on va dire l'équivalent du directeur de la santé anglais qui parle à son secrétaire d'État. Et donc, à ce moment-là, en fait, c'était au tout début du Covid, le directeur de la santé voulait vendre la plateforme sur laquelle, en fait, toutes les personnes injectées étaient inscrites pour savoir qui était vacciné, qui n'était pas. Et donc, il voulait vendre ça à l'OMS pour que ce soit généralisé au monde entier. Donc, il y a une discussion entre le secrétaire d'État à la santé et le directeur de la santé. Et donc, il y en a un des deux qui dit, bon, ben, dis à Bill Gates que vu le nombre de puces que j'ai injectées à ma population, il m'en doit bien une. Donc là, c'est dit clairement, dans un échange privé entre deux personnes du gouvernement anglais, comme quoi ils ont bien injecté des puces. Alors le but, c'est une question, mais là aussi on peut rentrer que dans la théorie. Quel est le but d'injecter des puces dans le dos d'une population au niveau mondial? C'est ça qu'il faut voir. On peut penser au transhumanisme Donc, imposé. Il y a une sorte effectivement de contrôle de la population. Réduire la population. Réduire la population, oui, mais alors voilà, il peut y avoir plein de théories en fait. De toute façon, on voit les chiffres. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous, quand on regarde nos images, c'est pas une puce qu'ils ont, c'est pas une seule puce qui est injectée dans chaque personne, c'est des centaines, voire même des milliers de puces. Donc chaque puce va être quelque part un capteur. Il va capter par exemple le taux de sucre dans le sang, le rythme cardiaque, tout un tas de paramètres biologiques. Non, je vais me faire l'avocat du diable. Pour le coup, c'est vrai que sur le plan médical, ça paraît assez idéologique de se dire qu'il y a des capteurs informatifs dans l'organisme qui permettent d'avoir un ratio de la santé de la personne. Et émetteur et récepteur. Tout à fait. Voilà. Et un temps réel. Tout à fait. Et quand on écoute, par exemple, Ido Bachelet a inventé des micropuces aussi qui passent à travers une seringue, hein, il le dit très clairement. Vous le verrez par exemple dans notre clip qui s'appelle Agenda 2030 Nextdose, que Luc Finella a réalisé en juillet, que nous avons publié sur notre site internet, sur www.nextdose.fr, vous pouvez accéder à tous nos travaux. Et donc par exemple, Ido Bachelet, lui, il montre qu'il a inventé des nanorobots qui peuvent être injectés dans une seringue, et il peut les téléguider pour qu'ils aillent se loger dans un certain type d'organe. Et après, il dit tel quel, je peux jouer avec une manette de Xbox, donc de console, et appuyer sur un bouton pour activer, déclencher, par exemple, un médicament qui serait déployé à tel endroit dans le corps. Donc, on peut avoir des puces dormantes pendant plusieurs mois, et à un moment donné, elles peuvent être activées à distance, sur simple pression d'un bouton. Ça, ce sont des choses réelles, concrètes, qui ont été divulguées par certains scientifiques ou certaines personnes qui nous semblent un peu folles, comme par exemple Ido Bachelet. Donc ce sont des technologies qui existent, mais à la base, elles sont censées être quand même divulguées aux personnes. On est sur des dispositifs médicaux implantables, des DMI, et les DMI doivent être donnés à une personne avec consentement. C'est-à-dire, si j'ai une pathologie au cœur, j'accepte de prendre des nanotechnologies qui vont aller cibler mon cœur pour donner le médicament à mon cœur. Voilà. Oui ou non. Si je refuse, ils ne peuvent pas me faire ce traitement, ils choisiront autre chose. Etc. etc. Le choix. Encore une fois, le choix. Le problème, c'est que là, on a l'impression qu'en fait, tout le monde s'est fait avoir. C'est un choix imposé quelque part. Oui, clairement. Oui. Donc, pour ça, on les connaît. Hein. Donc sur la question du but, en fait, on ne peut pas savoir le but réel. Il faudrait déjà questionner les personnes qui ont fabriqué ça et quelle était la commande et demander à la personne. Quand on fait un homme transhumain, c'est-à-dire moitié humain, moitié robot, on allie en fait l'informatique et le biologique. Ben, l'informatique, on peut tout faire avec l'informatique. On crée des robots qui peuvent être ultra performants au niveau de la force. On peut créer tout un tas de choses en fait. Vous n'avez même pas idée de tout ce qu'on peut créer grâce à ça. On peut effectivement implanter des souvenirs dans la mémoire d'une personne pendant qu'il dort, et au matin, il ne sera plus qui il est, il aura changé de personnalité, mais dis-moi, il pourra même parler une nouvelle langue. Ça, c'est plausible. Un robot est stérile, je crois, non? C'est un effet secondaire.
C'est un effet secondaire, ça, certainement. Le sujet peut être Dommage long, collatéral. le débat est forcément intéressant, mais ça soulève tellement de questions que des fois il vaut mieux pas trop se poser. Il va réduire la population et contrôler la population. Tu as une autre question? Moi, je voudrais un peu te contredire, Guillaume, parce que je pense qu'au contraire, plus on est averti, plus peut-être on peut essayer de trouver des solutions, je sais pas, pour désactiver peut-être ces nanoparticules, j'en sais rien. Mais en tous les cas, il me semble important de savoir ce que c'est, de connaître les implications que ça peut avoir, et de connaître aussi le pire pour pouvoir l'éviter. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est pas pour instiller la peur dans la tête des gens qui soient injectés, pas du tout, parce que je pense que toutes les personnes injectées qui peuvent vous écouter, il faut savoir aussi, il faut leur dire qu'il y a sûrement des solutions et qu'il faut trouver des solutions, mais qu'il faut surtout être conscient des implications de tout ça. Bien évidemment, mais c'est pour ça que qu'on révèle tout ce qu'on a découvert jusqu'à présent. Pour nous, le but, c'est pas de faire peur aux gens, on n'est pas du tout là dans ce schéma-là. C'est de prendre conscience de la réalité, de ce qui est possible, de ce qui est faisable aujourd'hui, et du fait qu'effectivement, on a peut-être 30 ans de retard par rapport à ce qu'on pense être possible réellement. Et tout ce qui a été fait dans notre dos, effectivement, a des conséquences. Mais on peut combattre un danger à partir du moment où on a conscience de ce danger. Donc il faut bien cibler justement à quoi on a affaire. Donc au début, avec Sébastien, on a révélé beaucoup d'effets biologiques, notamment sur tout le système immunitaire. On en parlera peut-être dans un deuxième temps, ce serait intéressant. Et dans un second temps, on a révélé tout ce qui était microtechnologie. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, il faut quand même savoir que non seulement ça existe, c'est réel, mais en plus, il faut s'en protéger. Et comment s'en protéger? Là, c'est une très bonne question. Je lance toutes mes questions, en fait. Et ouais, mais voilà, donc il y a des solutions de s'en protéger, mais est-ce que les gens vont vouloir les appliquer? De quoi on doit se protéger déjà? Déjà, de quoi on doit se il y a ça qui est protéger? important. Mais moi, je rebondis juste, c'est ma parenthèse. Une parmi tant d'autres. Je vais paraphraser un petit message d'un ami juste avant. On ne voit que ce que l'on veut voir. Ah. Tout à fait. C'est juste ça. C'est prendre conscience que celui qui ne souhaite pas prendre l'information, celui qui ne souhaite pas en savoir plus, ou celui qui ne veut surtout pas entendre parler de encore ça, vous êtes encore sur le sujet, parce que ça aussi aujourd'hui on l'entend, vous êtes encore sur le sujet. Oui. Parce que pour beaucoup, il y a cette amnésie, est-ce que ça ne ferait pas partie des dommages collatéraux possible. De ce qu'il peut y avoir dedans? On n'en sait rien. Encore une fois, c'est de la supposition. C'est toujours une forme de déni. Ce que j'aimerais, c'est qu'on observe aujourd'hui, on a quand même un recul suffisant pour voir ne serait-ce que les premiers effets secondaires. Oui. Est-ce que vous avez réussi à en lister quelques-uns? À part la myocardite, bien sûr. Les AVC aussi. Oui. Toutes les pathologies organiques, quasiment. Surtout celles qui sont avec des dominantes électriques. Est-ce que par exemple c'est un foudroyant, des choses comme ça. Est-ce que par exemple un état existant d'une personne, on prend un exemple classique, un spasmophile, donc qui est déjà dans un règne d'électricité interne contrariée, est-ce qu'on a pu déjà observer des effets secondaires sur des personnes en post-vaccinal, les gens deviennent de plus en plus sensibles, ça c'est sûr, mais il était déjà. Oui, mais ça passe facilement inaperçu. Oui, bien sûr. Sur la spasmophilie en tant que telle, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que ce qui est intéressant à observer, c'est qu'on a beaucoup de liens, de pathologies avec des endroits où on a des neurones. Ouais. Donc, que ce soit au niveau du cerveau, c'est là où il y a le plus de neurones, au niveau du muscle cardiaque, c'est là où il y a le plus de neurones, le deuxième endroit où il y a le plus de neurones. D'ailleurs, on fait bien un électrocardiogramme. Et après, au niveau des intestins, c'est le troisième endroit où on a le plus de neurones. À ces trois endroits-là, on a énormément de pathologies. Et donc, il y a beaucoup de maladies auto-immunes, notamment intestinales, maladies de Crohn, etc., par exemple, qui sont effectivement listées parmi les effets indésirables. Et on a recensé, nous, tout ce que la NSM a donné comme pathologie
va dire de façon sûre et certaine, liée à la vaccination, de façon probable, ou le troisième truc, c'est en gros on a un doute. Alors, sur le plan neuro, d'ailleurs, on fait bien un électroencéphalogramme. Encore une fois, on sait lire avec cet appareil la capacité qu'a l'organe de répondre de façon électrique. Il y a aussi une étude sur les militaires aux États-Unis, et ça, c'est sérieux comme genre d'étude, au niveau de l'agressivité, l'augmentation significative, puis c'est un rapport de 9, je crois, d'agressivité avec des personnes qui finissent à l'hôpital, entre eux ou à l'extérieur. Donc c'est quand même une étude sérieuse, on ne peut pas la négliger. Et là, il y a une augmentation significative chez les... Sur l'agressivité générale aussi, c'est tout. Si on se penche un peu sur cet exemple-là. Voilà. Sur le plan neuro, si on veut regarder sur ce plan-là, comparer le nombre de personnes qui ont des troubles neuro et d'agressivité, on voit bien que c'est flagrant. Les patients ont de plus en plus de troubles de l'agressivité. Quand on constate qu'aujourd'hui la population est de plus en plus agressive, ce n'est pas juste un état de fait ni un constat à distance, c'est un réel constat. Est-ce qu'on peut établir, encore une fois, par théorie, un lien de causalité à effet, ou est-ce qu'il est plus prudent de le garder à distance? J'ai pas suivi. Nous, on constate qu'il y a de plus en plus de cas. Oui. Après, qu'est-ce qu'il faut conclure? Certainement qu'il y a un problème avec les doses administrées. Est-ce qu'il y a un gars Cause à effet entre les injections à proprement parler et l'irritabilité, voire l'agressivité de plus en plus croissante des différents humains sur la planète? En tout cas, alors, c'est ce qui ressort. C'est ce qu'il en ressortirait par rapport. Voilà. On va dire que c'est palpable, d'accord. C'est quelque chose qu'on a tous constaté, en tout cas tous ceux qui sont un petit peu en train d'analyser ce qui se passe autour d'eux, dans leur environnement. On a tous constaté qu'il y avait des personnes de plus en plus dingues au volant, des personnes de plus en plus agressives dans la rue, sans qu'il se passe quoi que ce soit de malsain, enfin voilà. Sans se bousculer ni rien, une personne peut vous agresser sans raison. Tous ces comportements-là sont clairement visibles. Donc il y a une augmentation de ce genre d'irritabilité, voire de degré de violence. Pierre Jovanovic, qui a fait un bouquin sur le sujet, qui décrit sur les vols par avion, dans les avions, des troubles de ce genre-là. Ah oui, tout à fait. Alors est-ce que ça est lié aux injections? Est-ce que c'est lié à l'augmentation de ce qu'on appelle l'électrosmog, tout ce qui est ondes, etc. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui se passe. On sait qu'il y a quelque chose qui se passe. Plus ça peut donner ça. Bien sûr. Quand on vous parlait tout à l'heure de toutes les pathologies en lien avec les endroits du corps où on avait le plus de neurones, c'est parce qu'en fait, nous, on a bien compris assez rapidement qu'effectivement, on avait bien un ingrédient caché dans ces vaccins. Et l'ingrédient caché, dont tout le monde ne veut pas parler, Voldemort, le Voldemort, c'est le graphène. Le graphène a une affinité pour les neurones. Le graphène est ultra fin, ultra transparent, conducteur d'électricité. Et donc, nous, on l'observe dans le sang des personnes. Et effectivement, ceci expliquerait cela. Alors moi, je vais poser la question que tout le monde peut poser, parce que là, tu m'énonces le mot graphène, on a tous entendu parler, mais qu'est-ce que c'est exactement le graphène et quel est son impact sur un organisme biologique? Alors sur un organisme biologique qui n'a pas été vacciné, ça n'a quasiment aucun effet. D'accord. Pas aucun effet. Moi, je serais plus nuancé. Je dirais... Une facile. Ça va, non, ça va avoir un effet... comment on appelle ça? Un léger effet de... je trouve plus mes mots, mais ça va revenir. On est en présence d'un... Supraconducteur. Oui, c'est supraconducteur. Ça va engendrer éventuellement des micro-lésions au niveau cellulaire. Ça va engendrer du coup
une inflammation des tissus. Du coup, ça va aussi engendrer derrière une augmentation de l'inflation et des dommages qui vont créer derrière des radicaux libres. Voilà. Et donc, du coup, quand tu crées des radicaux libres, tu as quelques cellules qui vont souffrir. Mais la bonne nouvelle, comme dit Sébastien, c'est qu'une personne qui n'a pas été injectée a ce qu'on appelle une certaine catégorie de globules blancs, qui sont les polynucléaires neutrophiles, et ceux-là vont pouvoir dégrader le graphène. Donc, à court terme, le graphène d'un organisme sain va être éliminé. Ça va engendrer une fatigue, mais ça s'élimine assez facilement. Donc, on peut dire que ce n'est pas très délétère. Je crois que c'est favorisé par tout ce qui est la gamme des antioxydants. Tout à fait. Voilà, en fait, c'est dans ce que je comprends et de ce que tu soulèves aussi, Jean-Claude, c'est-à-dire que ça oxydifie davantage l'organisme, qui crée un vieillissement. Parce que ça aussi, on utilise des mots, mais pour beaucoup, la définition, elle passe très loin. Oui. Et c'est rappeler l'oxydation de l'organisme vivant, c'est important aussi à préciser, et cette accélération du vieillissement des organes internes, mais également de la peau. Et ça, on oublie. En fait, c'est la première image que l'on peut percevoir. On peut avoir aussi, je sais, aujourd'hui, on a tous la sensation que le temps va très vite, du moins la temporalité va très vite. Ça, c'est également un fait qui est commun à tout le monde. Mais dans ces accélérations, il y a l'accélération du métabolisme, et ce métabolisme qui va s'oxyder davantage, plus vite. On va vieillir plus vite. Surtout si vous avez reçu la première dose, parce que le système immunitaire a pris une vraie claque. Et voilà, et donc ça complémente en fait une espèce d'accélération de notre métabolisme, de la capacité de régénération de notre organisme. Et c'est si en plus vous recevez régulièrement des doses de graphène, par l'eau ou par l'alimentation, forcément vous ruinez votre système. Ouais. Donc on est vraiment sur un vieillissement accéléré et on le voit, de l'organisme vivant. On voit les gens qui ont blanchi leurs cheveux. On a ce phénomène-là, et effectivement, ce qu'on a nous démontré par nos travaux au niveau biologique, c'est que on a ce qu'on appelle des fusions cellulaires, c'est-à-dire deux cellules qui vont vraiment venir côte à côte et mélanger leur contenu pour en faire une grosse cellule. Ça n'a jamais lieu, ordinairement, ça n'a jamais lieu. Donc ça, dans la nature, ça n'existe pas. Les cellules ne fusionnent pas. Les cellules vont se diviser. Elles se séparent, elles se divisent. Pas l'inverse. C'est pour ça qu'on parle là de transhumanisme potentiel. Donc du coup, on se trouve avec des cellules anormales, avec un nombre de noyaux anormaux à l'intérieur, un nombre de chromosomes anormaux à l'intérieur. Et le pire, c'est que les cellules qui fusionnent, ce sont justement ces fameux polynucléaires neutrophiles. Donc ce sont les cellules de l'immunité chargées de dégrader le graphène qui sont attaquées par ces fameuses injections. Certainement un hasard. Donc ça, c'est un vrai gros souci. Et là, en l'occurrence, par rapport à tous les autres chercheurs dans le monde, on est les seuls au monde à avoir montré ce phénomène-là. C'est ce phénomène de fusion cellulaire. C'est fini. Et une fois que les cellules ont fusionné, après, il y en a certaines qui vont exploser. Ce qui s'appelle la nétose. La première chose que je vous ai dit, la fusion des cellules, ça s'appelle le syncytium. Et après, quand ça explose, quand c'est détruit, quand la cellule explose, ça s'appelle une nétose. Et là, ça forme une sorte de piège en toile d'araignée. Et ce phénomène-là aussi est connu, mais très très rare. En tout cas, il n'a pas lieu chez une personne qui est saine. Nous, on l'observe systématiquement chez les personnes qui ont été injectées. C'est ce phénomène-là. C'est tout de même assez paradoxal pour justement une démarche qui se veut sauver, on va dire, ou prolonger le plus possible l'espérance de vie par le biais d'un transhumanisme, de favoriser une suroxydation des organismes et une destruction des organismes vivants. C'est complètement contradictoire. Sauf si vous voulez la place pour vous, uniquement pour vous. Quand vous vous débarrassez des gens qui sont surnuméraires, et vous gagnez la partie. Donc, c'est quand même un peu tarbiscoté. C'est un peu mal. Voilà. Ça va chercher loin, loin, très loin, même dans le jeu virtuel que nous avons tous là sous les yeux.
Et qu'en est-il des personnes qui, à ce jour, ont de multiples injections, et que ce soit celle-ci ou bien d'autres, hein, parce qu'il y a eu d'autres injonctions d'injection précédemment, peut-être à moins grande échelle. Qu'en est-il de ces personnes-là qui ne présentent pas forcément de signes, ou du moins de symptômes visibles constatés? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'ils essayent au mieux de se débarrasser des ondes, vraiment. Les ondes qu'on vit toute la journée, il faut vraiment chercher à s'en débarrasser, à ne pas les vivre. C'est pas évident, c'est pas facile à faire comprendre, mais tous les jours je reçois des ondes. Alors c'est pas les ondes solaires, hein, loin de là. C'est pas les ondes scalaires. Mais il faut vraiment chercher à se débarrasser de ça. Et pour ça, la pire des ondes, pour nous, hein, c'est les ondes électriques. Et tout simplement, il faut couper le circuit au moins 8 heures par jour, le temps de dormir. On coupe le jus et puis c'est tout. Hein. D'ailleurs, on dort vachement mieux. Oui. Ça n'a rien à voir. Et quand vous réveillez, vous êtes en pleine forme. Moi, j'ai fait un AVC. Après AVC, j'ai opéré comme ça. Et de suite, je me suis mis à dormir seulement 8 heures par jour au lieu de 12 heures. De dormir un peu moins, mais dormir mieux. Ah bah, rien à voir. Voilà, ce va se présenter dans ces cas-là la possibilité de couper les courants présents ou les Et surtout pas de Wi-Fi, bien sûr, on évite. Et de Linky, le fameux Linky, qui a fait déjà écrire beaucoup. Et ce pétard de Linky, je dis ça parce que je n'ai pas envie d'être impoli, tous les jours à 3h du matin, il balance une sauce. Je ne sais pas laquelle, hein. Mais je doute bien que ce sont des ondes. Et c'est pas très très bon pour nous. C'est vrai que 3h du matin, c'est aussi très symbolique parce que, en dehors de ces ondes diffusées, parce que bien avant le Linky, on peut observer, notamment dans les phases d'adolescence, où beaucoup d'adolescents se réveillent justement à 3h du matin. Donc sur le plan du système organique, il y a aussi une information qui est importante. Qu'est-ce qui se passe à 3h du matin? En fait, on répare le corps. Spontanément, on cherche à réparer le corps et à fabriquer des cellules neuves. Et quand on reçoit ce pétard d'onde, cette pétard d'onde, on reçoit une mauvaise information. Et en fait, ça met notre corps en difficulté. Si en plus vous avez été vacciné, ben, là c'est pas facile à comprendre. Mais vous recevez encore des messages faux pour le corps. Le corps n'a pas besoin de ça. Il sait que s'il doit bosser tout seul, il le fera parfaitement. Pour ça, il ne faut pas qu'il y ait d'onde, tout simplement. Alors ça peut être difficile pour beaucoup, surtout quand on vit en ville. Quand on vit à la campagne ou quand on est en maison pavillonnaire comme là, on peut éventuellement se protéger peut-être de l'environnement extérieur, mais quand on vit en ville, par exemple quand on vit dans une tour en plein quartier HLM, c'est plus compliqué. Subir finalement vous pouvez quand même couper votre compteur, et ça personne ne peut l'en empêcher. C'est tout à fait légal. Honnêtement, même ceux qui ont peur parce qu'ils ont un congélateur ou je ne sais quoi, mais au moins qu'ils coupent la zone sur laquelle ils dorment, que la chambre par exemple. Mais bon, après c'est un congé, chacun fait ce qu'il veut. Nous, chez les personnes qui ont été vaccinées, même si elles n'ont aucun symptôme, une seule goutte de sang nous permet de voir qu'il y a quand même toujours un problème au niveau des cellules immunitaires. Toujours. Donc sur le court terme, peut-être que tout va bien, mais sur du moyen ou du long terme, il va falloir faire attention. Et quand on dit faire attention, c'est justement réduire son exposition aux ondes. Réduire son exposition aux ondes, ça veut dire ne pas avoir tout le temps un téléphone dans sa poche. L'avoir, par exemple, dans une pièce un peu plus loin. Si vous pouvez, débarrassez-vous de votre portable. En mode avion qui vole. En mode avion, à part quand vous voulez éventuellement vous en servir sur de courtes périodes. Ça, c'est une des possibilités. Et puis aussi la possibilité, on parle du téléphone portable, mais peut-être pas non plus indispensable à chaque instant du quotidien, d'avoir le portable qui est en transfert des données perpétuel. C'est ça. Par exemple aussi. Je connais des personnes qui ont tout le temps leur Bluetooth activé. On peut couper le Wi-Fi, on peut couper la 4G, on a un téléphone, on a toujours un téléphone. Tout à fait. On n'est pas coupé. Donc après, voilà, donc on parle du téléphone, mais effectivement, après, il y a quand même le Bluetooth, le Wi-Fi, il y a quand même des personnes qui ont aussi des téléphones fixes, des ECT, donc ce sont des téléphones fixes
qui n'ont pas de fil en fait. Hein. Donc ceux-là rayonnent un champ électrique assez important. Il y a plein d'objets, en fait, tous les objets connectés aussi sont très compliqués. Ça. Et puis après, il y a tout ce qui est antenne. Donc les antennes relais, Là, c'est le pire du pire. Là, c'est compliqué. Surtout les répéteurs Wi-Fi aussi, qui eux, crachent beaucoup. Les envois. Donc effectivement, il faut essayer de réduire son exposition, et après, c'est à chacun de faire des choix. D'ailleurs, pour ceux qui sont sensibles à la chose, ils le savent. Quand ils sont près d'une antenne 5G ou autre, ils savent que c'est pas terrible. Et donc, il faut vraiment s'en prémunir. Alors moi, je vais être très clair aussi là-dessus. Hein. On n'appellera jamais les gens à aller faire des destructions d'antennes ou quoi que ce soit très clair. Nous, on préfère que les gens rompent leur contrat, c'est-à-dire c'est tout à fait légal de dire à votre fournisseur d'accès « je ne veux plus de mon téléphone portable ». On vous laisse le choix. On vous laisse le choix. Normal. Vous pouvez très bien mettre votre téléphone dans une autre pièce, etc., l'utiliser de moins en moins, avoir un forfait 3G plutôt qu'un forfait 5G, etc., etc. Il y a plein de possibilités. Moins on utilisera des données sur la 5G, moins la 5G renverra des données partout autour d'elle. Oui, parce qu'au final, ce sont que des antennes. Si on enlève l'information qui est... Moins de gens le vont l'utiliser, moins il y aura des... Plus il y a d'antennes qui se trimballent en ville et ailleurs. Et puis on a d'antennes aussi dans le centre, puisqu'on a reçu le machin là, le vaccin. Voilà. Bon, bah, ça fait écho. Les antennes, c'est fait pour échanger. Dans les deux sens. Transfert de données. Oui. Après, ils font beaucoup d'abonnements 5G, mais on peut l'utiliser qu'en 4G, avec un téléphone et une SIM 4G, et ça suffit largement si on veut vraiment s'en servir. Les solutions, il n'y a que ça. Voilà, et on peut, au moins, on est sûr, on n'est pas en 5G, on a un 4G, point, c'est tout. On peut très bien faire ça, hein, ça suffit. La 4G pour faire de l'Internet, c'est largement suffisant. Et vous faites perdre le contrôle à ces gens-là quand vous faites ça. Vous récupérez votre histoire. Et votre droit de dire oui ou non. Et oui. Votre consentement. On vous a déjà enlevé. On va revenir à une question. Oui, par rapport à ce que vous dites, si je comprends bien, l'histoire de la nanotechnologie dans les injections est intimement liée avec les ondes. Oui, c'est ça. Si on résume. C'est ça. Voilà. Tout à fait, en fait. Ok. Clairement, très clairement. Très clairement. Donc, il a fallu du temps pour le comprendre. Et on a d'ailleurs des capteurs Comme ça, c'est magnétiques aux articulations. C'est ce dont se servent les magnétiseurs, je pense, ou des choses comme ça. On a des capteurs, comme tous les animaux. Et, De toute façon, nous avons déjà de la magnétite voilà. dans le corps. Donc, rajouter des choses, mais qui ne sont pas placées au bon endroit, on ne sait pas trop ce que ça aura comme résultat. Ça, c'est sûr. Oh, si, on le sait. Hein. AVC. On va dire qu'on ne le sait pas. Voilà, tu peux en témoigner. Donc, Mais je tiens à préciser que l'AVC qu'a fait Sébastien n'est pas dû n'est à... absolument pas en lien avec une injection. En tout cas, pas avec une injection. Si je demande à mon médecin. On ne va pas vous dire de vous passer du médecin, bien sûr. Voilà, non, chacun est libre. Si le médecin ne va pas demander une analyse complète, et même si c'était le cas, à qui s'adresser? Un laboratoire classique ne va pas effectuer une analyse de ce type. Alors, on peut faire des analyses sur deux marqueurs, un cardiaque et l'autre par rapport aux problématiques de sang. Et ça peut être demandé, ce sont des analyses qui sont... Mais est-ce qu'on aura des je ne dis pas résultats couramment, mais qui peuvent se faire. Mais c'est Au moins, c'est un marqueur. La plupart des hématologues résultats. étaient complètement trompés. non mais là, ta question elle correspondait à nos travaux. Voilà, c'était ça. C'est-à-dire que, donc très clairement, aujourd'hui, si vous allez voir un laboratoire, ils vont vous dire, vous voulez analyser quel type de marqueur biologique, mais absolument pas ce que nous, on a réalisé ici. Pour faire simple, nous, on a deux types d'observations. Les observations de sang à l'état frais, c'est-à-dire on prend une goutte de sang, on la regarde instantanément au microscope, et on regarde à fort grossissement si les globules rouges vont bien, si les globules blancs vont bien, comment ça se passe, est-ce qu'il y a... Voilà. Et après, on va faire ce qu'on appelle un frottis sanguin. Donc là, c'est le sang qui est étalé sur une lame, qui est bien étalé, qui est séché, qui est coloré, pour pouvoir voir des problématiques, notamment au niveau des globules blancs et des plaquettes. Ça, ce sont des choses qui se font depuis 150 ans. D'accord ? Donc cette technique-là, elle est vieille depuis plus de 150 ans, et les hématologues du monde entier connaissent ces pratiques. Sauf qu'aujourd'hui, quand on va dans un laboratoire, en gros, on fait un prélèvement,
on met quelque chose sur une lamelle, et après derrière c'est un ordinateur avec un laser qui va compter et qui va déterminer s'il y a un problème ou pas. Nous, on va voir les choses dans Il n'y a le pas détail. un humain qui va regarder avec ses yeux en direct le sang. Sauf que ça peut toujours se faire. Ça se fait encore, d'ailleurs. Ça se fait encore, notamment en crime. D'accord ? Donc ce sont des techniques qui existent encore, qui sont pratiquées, mais par contre qui ne sont pas faites pour le grand public. Donc nous avons quand même une quinzaine de personnes, par exemple, qui ont demandé, donc des personnes qui ont été injectées, qui ont eu des effets indésirables, pour la plupart, qui ont du coup voulu porter plainte, qui sont allés voir leur médecin traitant, donc qui ont un dossier énorme, un pavé de dossiers de médical, on va dire, qui ont connu nos travaux, ils sont allés voir leur médecin traitant pour demander à ce qu'ils aient une ordonnance pour réaliser les mêmes observations que nous, c'est-à-dire un état frais, une coloration, un frottis sanguin coloré ou MGG. MGG, c'est Megan-Van Gemsa. C'est une façon de colorer les cellules. Et donc, il y a quand même une quinzaine de personnes qu'on connaît qui ont fait la démarche et qui ont réussi à avoir une ordonnance médicale. Leur médecin traitant leur a fait une ordonnance pour qu'ils aillent voir un labo et qu'il y ait un hématologue qui fasse l'interprétation. Et sauf qu'à chaque fois, dès qu'ils sont allés dans le laboratoire, ils ont eu une fin de non-recevoir. C'est-à-dire que malgré une prescription médicale, les laboratoires ne veulent pas faire le travail. Alors messieurs les capacité de hématologues, faire. s'il vous plaît, un peu de complaisance. Votre boulot, c'est d'observer. Je tiens à préciser quand même quelque chose, hein, c'est que non seulement c'est faisable et c'est plausible, même s'ils ne veulent pas le faire, mais il y a quand même un CHU, un gros CHU, hein, quand même, un centre hospitalier universitaire, hein, dont je tairai le nom, qui a carrément répondu à la personne, nous ne le ferons pas, sauf si la décision vient d'un juge. Donc nous avons, les patients ont besoin d'images, de preuves pour porter plainte, et le CHU dit, et nous, on attend qu'il y ait le juge qui nous impose de faire cette observation-là. Vous n'avez pas d'avocat pour nous aider. On rejoint le non-sens. C'est un non-sens régulier. total. C'est vraiment quelque chose de schizophrène. Donc on est, voilà, on en est là. Aujourd'hui, on en est là depuis à peu près 1 an. Et on a même une avocate qui a tenté d'essayer de nous appuyer, malgré le fait qu'on ait donné pas mal d'informations, etc. Et qu'elle voulait faire pression en fait sur les laboratoires ou autres pour réaliser l'ordonnance. Et puis au final, bon, comme bien d'autres, elle nous a un petit peu claqué dans les doigts. Donc aujourd'hui, plus rien ne se passe, effectivement, c'est très compliqué. Et puis aujourd'hui, dans le côté un peu narratif officiel, pour prendre le titre du livre, dans le narratif officiel, les informations sont relativement déviées, tronquées. Et ce que je disais tout à l'heure, on va parler du sujet avec d'autres personnes à l'extérieur, on va entendre, vous en êtes encore là. Oui. Il y a ça aussi, il y a ce retour, comme si il y a eu cette épreuve qui était passée pour tout le monde, et puis maintenant on continue notre petite vie comme si de rien n'était, et on veut surtout pas voir ce qui se passe. Les gens peuvent continuer de faire leur petite vie comme si de rien n'était, hein. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un avant, un après. Avant, il n'y avait pas de micropuce, il n'y avait pas de microtechnologie dans votre sang. Aujourd'hui, il y en a. Avant, il n'y avait pas de problème au niveau de votre immunité. Aujourd'hui, il y en a. Et depuis quand? Depuis ce fameux pseudovirus et ces vaccins. Donc à un moment donné, voilà, effectivement, on en est encore là, parce que ça, c'est toujours pas réglé. Et parce que ça, quand on en parle à des scientifiques en France ou à l'étranger, ben c'est l'omerta la plus totale. Donc oui, on en est encore là, parce qu'en fait, pour l'instant, tout ce beau monde se renvoie la balle, soit nous met de côté, soit nous dit on a mal travaillé, mais en tous les cas, personne ne va aller au fond du problème. Donc oui, on en est encore là, parce que, effectivement, il n'y a pas de retour. Parce que du beau monde, on en a eu sur les différents plateaux télé au cours de toute cette période antérieure. Oui. Mais le constat sur la réalité, on ne l'a pas eu. Non, on n'a pas eu le constat sur la réalité. Effectivement, nous, on ne peut pas passer à autre chose. En tout cas, enfin, c'est pas qu'on ne peut pas passer à autre chose, c'est que c'est tellement grave ce qui s'est passé là, ce qu'on a vécu et ce que les gens ont subi, malgré eux, une bonne partie, parce qu'il y avait quand même une majorité de personnes qui ne voulaient pas y aller. Donc une bonne partie s'est entre guillemets fait avoir, pour des raisons parfois justifiées, parfois pas du tout.
Mais peu importe, chacun a fait ses choix, mais dans tous les cas, c'est que tout le monde s'est fait tromper. Y compris les personnes de la résistance. On s'est fait tromper par des personnalités qui nous ont baratinés sur du baratin, des personnes qui lisent du papier du matin au soir, mais qui n'ont pas mis leurs yeux derrière un microscope. Et ça, c'est grave, c'est très grave. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on en est encore là, parce qu'en fait, tous nos travaux n'ont pas été pris en compte. Quand je dis nos travaux, c'est aussi ce qu'ont révélé d'autres personnes dans le monde. Hein. Voilà, effectivement, c'est extrêmement grave. Je vais revenir à quelque chose d'intéressant que vous avez décrit dans le livre, l'immersion. Lorsque le sujet est en immersion, il n'y a plus de détection. Alors, comment vous en êtes arrivé à ce résultat? Le simple constat. On fait des observations, on constate de plus en plus. Et on voit que les gens qui sont en immersion, s'ils ont été vaccinés, n'émettent plus du tout d'adresse MAC. Parce que ça, on ne l'a pas abordé, l'adresse MAC. Ça va être complexe pour les gens qui n'ont pas suivi un petit peu tous nos travaux. Alors j'invite chacun, Covid-19, le narratif à l'épreuve du microscope. De connexion Bluetooth, c'est ça. Étant donné que en fait, les personnes ont de la microtechnologie entre eux, en plus de tous ces capteurs qu'on peut avoir, il y a forcément une puce un petit peu plus importante que les autres, qui s'appelle un routeur. Et ce routeur-là va générer ce qu'on appelle une adresse MAC. Cette adresse MAC, en fait, c'est un identifiant unique. Donc quand on a un objet connecté, que ce soit un téléphone portable, une enceinte connectée, des écouteurs, etc., on a toujours un identifiant unique pour chaque objet connecté. Pour que, par exemple, le téléphone puisse communiquer avec mon enceinte. Chacun a une adresse MAC, et donc ces deux objets peuvent communiquer ensemble. On s'est aperçu qu'on avait une génération d'adresses MAC qui était produite chez les personnes qui étaient vaccinées. Et donc, quand on fait des mesures, quand on regarde ça avec attention, on s'est aperçu qu'effectivement, les gens qui étaient à moitié nus, juste avec un maillot, qui se plongeaient dans une piscine, on avait la perte de l'adresse MAC. Et quand ils ressortaient de la piscine, l'adresse MAC revenait. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que l'eau? On l'a constaté à la mer, on l'a constaté dans divers endroits où il y avait de l'eau. L'eau, c'est un élément perturbateur pour l'élément comme les antennes 5G et autres. Ils ne peuvent pas communiquer quand vous êtes dans l'eau vous-même. Ou même pour le moment, parce que je crois savoir qu'ils sont en train de développer une technologie d'antenne sous-marine. Sous-marine. Et avec des fréquences assez basses pour justement pouvoir tout sonder. Alors, c'est possible. Ouais, sauf que là, on est quand même sur... Alors, c'est quand même très complexe, ça dépasse vraiment le cadre de nos travaux. Mais quand il y a un signal qui sort d'un organisme, on est sur de la basse fréquence. D'accord ? Ça n'a rien à voir avec la fréquence qui est utilisée par exemple, une antenne 5G, où on est sur de la haute fréquence. Donc ce signal-là, basse fréquence, il est vite arrêté par un élément qui va absorber l'onde, comme l'eau, justement. Donc, bon, on n'est pas dans l'avenir, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont pouvoir développer, mais jusqu'à aujourd'hui, pour preuve du contraire, nous, ce qu'on a relevé, c'est notamment ces adresses MAC, c'est un changement au niveau du rayonnement électrique des personnes vaccinées. Donc on a un champ électrique qui est largement augmenté chez les personnes vaccinées. Et donc il y a des données qui transitent et qui sont transmises en basse fréquence. Et donc ça peut être très facilement perturbé par de l'eau, notamment. Ça pourrait être perturbé par des vêtements isolants, etc. Par plein de choses comme ça. Donc l'intérêt, c'est pas d'envoyer le signal de votre corps à l'antenne directement. Sinon, il faudrait que ce soit des hautes fréquences. Donc là, c'est des basses fréquences et vos données vont transiter par un objet connecté, comme un téléphone portable, qui lui pourra transmettre par le réseau hertzien jusqu'à la maison mère où qu'elle se trouve. Donc voilà comment ça fonctionne, grosso modo. Pour le commun des mortels, un téléphone, il a 2 adresses MAC au moins, pour Wi-Fi, Bluetooth. Il y a 2 cartes réseau, on va dire, d'interconnexion. Un simple téléphone, il a au moins 2. Donc, à quoi ça sert?
Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on peut définir à quoi ça peut servir d'avoir un être humain équipé d'une adresse MAC? Ah oui. Alors, on peut savoir exactement à quoi ça sert. Il suffit de regarder l'horizon 2030. Donc là, en 2020, on a installé la 5G et on est dans ce qu'on appelle l'Internet des objets, Internet of Things. En 2030, l'objectif, c'est de déployer la 6G. La 6G, c'est quoi? C'est l'Internet of Bio-Nano-Things, IOBNT. Et l'IOBNT, c'est l'Internet des petits objets, en fait, donc des micro-capteurs, des nano-capteurs. Et c'est l'Internet des corps. L'Internet des corps, c'est-à-dire de humain à humain, pour pouvoir communiquer de humain à humain, avec la machine. Donc d'avoir une intelligence artificielle centrale, ou plusieurs, j'en sais rien, et d'humain à humain. Ça, c'est l'objectif. C'est déjà décrit, c'est déjà écrit tel quel quand vous regardez, par exemple, la page d'accueil de Huawei, ou Ericsson, ou Nokia. Voilà, ces fabricants-là imaginent le monde de demain, et 2030, c'est dans à peine 5 ans et demi. Ça, c'est l'objectif, l'Internet des corps. Pour le déployer en 2030, il faut bien faire des expérimentations avant. Sinon, on n'est pas prêt. Donc nous, on suspecte qu'il ait déjà commencé à déployer. C'est pas forcément très fiable, c'est pas forcément très au point, mais ils ont des informations qui remontent. Il y a un début qui fonctionne. Voilà, ils ont surtout beaucoup d'informations qui doivent remonter. Le problème, c'est qu'effectivement, tout ça n'est pas divulgué ouvertement. Hein. Donc on est bien sur un secret d'État et même sur quelque part du secret défense en fait. Hein. Donc faut pas se leurrer. Hein. On va pas avoir demain le journal sur heure de grande écoute qui va nous dire bon ben voilà, on vous a fait ça. On a compris et en fait on s'excuse. Mais c'est un peu ça. C'est finalement c'est au-delà du consentement obligatoire qui a été posé il y a pas si longtemps. Là, on est sur une imposition de fonctionnement à grande échelle, oui. Voire même à très grande échelle. À très grande échelle. 2 milliards d'humains, ça fait quand même un certain nombre. Alors, on n'est pas loin de 10 milliards maintenant. Ah d'accord. Non, de personnes vaccinées monde entier, c'est 70% à peu près de la population. C'est ça, hein, je crois. Oui, parmi les pays, parmi les pays considérés comme développés. Là, de toute façon, on va dire occidentaux. Occidentaux, voilà. Eh bien, ça fait beaucoup d'informations. Ça fait beaucoup d'informations. Ça fait beaucoup d'informations. Puis, de toute façon, on n'en finit pas parce que l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie. Si ce qu'on commence à percevoir avec nos travaux est exact, ce que encore certaines personnes doutent, ben forcément, il faut faire des mises à jour pour pouvoir, on va dire, perfectionner l'outil. Donc il y aura forcément d'autres séances de vaccination d'ici 2030 qui permettront de perfectionner l'outil. Moi, j'ai pas envie d'écrire un 3e bouquin, ça m'intéresse pas. Mais je crois que finalement, si on regarde bien, on est beaucoup à pas forcément avoir envie de tout cela, de ce transhumanisme, face à une poignée de personnes qui souhaitent une immortalité au-delà de tout entendement organique. La grande majorité de l'humain est encore dans ses valeurs présentes et valeurs ancestrales. Et moi, c'est à toutes ces personnes à qui je m'adresse aujourd'hui, quoi. Nous avons nos valeurs, nous sommes des humains, nous sommes des êtres organiques. Est-ce que nous souhaitons le rester? Est-ce que nous souhaitons valider ce transhumanisme en disant oui, mais c'est bon, c'est passé? Côté un petit peu Ponce Pilate. Il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se prendre en charge un petit peu avec cette autonomie dont on parlait tout à l'heure, mais se prendre en charge collectivement aussi, en disant nous souhaitons même ce choix. C'est la vraie question. Il y a des personnes qui souhaitent réellement ce transhumanisme, cette immortalité numérique, ce côté cyborg futuriste avec des super pouvoirs. C'est un gros problème parce qu'effectivement on s'est fait bercer, voire berner depuis notre enfance avec les super-héros. Oui.
Donc effectivement, c'est une vraie question de choix de société. Mais aujourd'hui, il va falloir que tout le monde se pose la question. Est-ce que je veux ça pour moi, pour mes enfants, mais pour l'avenir de l'humanité ou est-ce qu'on essaye de préserver un tant soit peu le vivant, le biologique et puis surtout l'être divin que l'on est. Et si surtout on essayait de prendre conscience que le progrès ne signifie pas forcément la technologie, mais le progrès c'est déjà être en accord total et absolu, interespèce, interhumain, intervivant, être capable de cohabiter avec toutes les autres espèces vivantes qui sont là et qui nous entourent. Ça serait déjà ça le progrès. Ce serait un grand progrès, on est d'accord. Surtout qu'on sait le faire. Si on prend le temps, on sait le faire, ça. C'est déjà acquis. Il faut juste prendre le temps. Eh bien, merci infiniment à vous deux. Merci à Jean-Claude et à Maya également de leurs interventions. Oui, une dernière question. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion que je me fais en vous écoutant. C'est que finalement, quand l'homme il essaye un petit peu trop de remplacer entre guillemets Dieu, de toute façon, il va à sa perte. Et je pense que ces technologies, aussi pointues qu'elles soient, pour moi, elles ne peuvent pas égaler le vivant et l'organique, et que donc à un moment, ça va échouer tout ça. Voilà, c'est peut-être pour que je. Au risque de décevoir certaines personnes, Dieu, il est déjà en nous. Oui. Il suffit de le faire naître, c'est tout. Voilà. C'est aussi pour finir un petit peu sur une note optimiste que j'ai voulu juste partager ça.